Vladimir Poutine sera-t-il un jour jugé, condamné? C'est notre grand angle. Des crimes de guerre ont bien été commis en Ukraine. Déclaration des enquêteurs de l'ONU ce vendredi. Hier déjà, le secrétaire général des Nations Unies dénonçait un catalogue de cruautés commises dans le pays. Alors qui sont les coupables? Le soldat, le chef, Vladimir Poutine. Comment remonter la chaîne de commandement? Qui pour juger ces crimes? On en débat avec vous, maître Emmanuel Daoud, bienvenue. Merci, bonsoir. Bonsoir, vous êtes spécialiste en droit pénal international et vous êtes inscrit auprès de la Cour pénale internationale depuis 2005. Et nous sommes en direct avec Éric Emeraud. Bonsoir, vous avez été à la tête de l'OCLCH, l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine. Je vais commencer avec vous, Éric Emeraud. On voit que les enquêteurs de l'ONU ont déjà donné leur premier rapport. Comment vous travaillez sur le terrain? Car vous-même, vous l'avez fait. Que font les enquêteurs? Alors dans le cas de figure présent, ce qui est très important, et c'est une particularité que l'on a avec c'est le crime, en l'occurrence la découverte d'un certain nombre de charniers. C'est des ADN, des empreintes digitales, des empreintes dentaires, qui vont nous permettre déjà premièrement d'identifier les personnes qui sont dans cette situation, et ensuite derrière, à l'aide d'experts balistiques, en balistique, en explosifs, des experts de fixation de scènes de crime, on va pouvoir donc déterminer les causes de la mort. Et une fois qu'on aura ce qu'on peut faire aussi les enquêteurs de l'ONU, déterminer les causes de la mort, réellement caractériser en fait la notion de crime de guerre. Mais alors, par exemple, là, il y a 436 corps qui ont été exhumés à Izium, on en parlait le week-end dernier, 30 avec des signes de torture selon le gouverneur ukrainien. Là, le rôle de l'enquêteur, c'est de vérifier ces dires. Et en fait, déjà, première question, et ensuite, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs. Il y a l'ONU, il y a la Cour pénale internationale, il y a des gendarmes français. Qui a le lead? Comment savoir qui a raison? Comment on fait le point? Alors ça, c'est vraiment le sujet... le fait de coordonner l'ensemble des informations, sachant que chacun a des niveaux qui sont le sien. Lorsque la France travaille sur des crimes contre l'humanité ou contre la guerre, à son niveau à elle, national. Ensuite, excusez-moi Éric Emeraud, on vous entend pas très bien. On va essayer d'avoir une meilleure connexion si vous le voulez bien, parce que c'est vrai que le sujet le mérite. Donc on va refaire quelques petits tests avec vous. Emmanuel Daoud, pour vous c'est important en tant qu'avocat de vous appuyer sur des preuves. À partir de quand on dit que c'est des crimes de guerre? Qu'est-ce que vous attendez de ces enquêteurs? En fait, ce sont les juges qui, lorsqu'ils se prononceront, diront s'il y a oui ou non des crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Et là, on voit que les enquêteurs parlent déjà de crimes de guerre. Oui, mais c'est au moment où il y a un jugement, une décision de justice, que ce fait matériel est consacré par une qualification pénale, en droit pénal international. Donc tout ce travail d'enquête est absolument indispensable et nécessaire, parce que ce sont ces éléments matériels de preuve qui vont être rassemblés et qui vont être soumis ensuite à une autorité de poursuite, un procureur ukrainien, un procureur près la Cour pénale internationale, ou peut-être un procureur devant le tribunal pénal spécial qui est appelé par certains. Et c'est ensuite dans le cadre d'un débat contradictoire que l'on appréciera la solidité de ces preuves. Sans ces éléments-là, ces constatations médico-légales, sans les expertises balistiques, sans les expertises informatiques, par exemple, est-ce que telle unité de tel régiment de l'armée russe était bien là? Est-ce qu'ils ont bien utilisé ce type de balles? Est-ce que les constatations médico-légales des personnes avec des traces de torture sont consacrées? Le juge ne peut pas juger et ne peut pas condamner, faute de preuves. Alors on va retrouver en direct Éric Emeraud. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Le travail des enquêteurs, là c'est en plus dans un pays en guerre, mais le plus compliqué, n'est-ce pas, de remonter la chaîne des responsabilités? Oui, c'est ça. En fait, une fois que l'on a pu déterminer les causes de la mort et matérialiser et qualifier les faits, effectivement, après, derrière, l'enjeu, c'est de remonter la chaîne hiérarchique, savoir qui, à quel niveau a commis ce type d'infraction, qui a donné les ordres, et remonter comme ça jusqu'en haut de la chaîne. C'est le plus compliqué. Alors c'est le plus compliqué, vous êtes d'accord avec ça, Maître Daoud? Oui, c'est un travail qui est lent, qui est méthodique, mais ce qui est frappant dans ces crimes qui sont commis par la Russie au quotidien
en Ukraine, parce que c'est un crime d'agression contre un État souverain, et avec des moyens de guerre mis en œuvre qui s'apparentent à des crimes de guerre ou à des crimes contre l'humanité, des bombardements de populations civiles, des viols, des exécutions sommaires, des tortures. Ce qui est très important, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la justice pénale internationale, les éléments de preuve sont documentés au fur et à mesure. Vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup d'équipes sur place. Ces équipes, elles doivent se coordonner, mais notamment sous le contrôle du procureur ou de la procureure de Kiev. Et une fois que ce matériel probatoire est assemblé, identifié, consolidé, on le soumet à une juridiction de jugement. Et je voudrais insister sur un point. Par exemple, lorsqu'il y a eu la révélation sur les massacres de Boutcha, Vladimir Poutine a félicité le patron de ce régiment. Il l'a félicité pas simplement comme autorité politique. Donc là, ça peut être retenu dans le dossier. Bien sûr, il l'a félicité comme commandant en chef des forces armées de la Fédération de Russie. C'est un élément parmi d'autres. Vladimir Poutine, si j'ose m'exprimer ainsi, ne se cache pas derrière son petit doigt. Il cautionne l'ensemble des actes qui sont commis par les armées. Et ça, c'est un élément qui était déjà un élément à charge et qui peut-être demain permettra la délivrance d'un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, et un jour il devra en répondre devant une juridiction de jugement. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il pourra en répondre? Qui va aller arrêter Vladimir Poutine? Vous y croyez, Maître Daoud? Et je poserai la question à vous aussi, Éric Emeraud. J'y crois, et ça va se passer ainsi. Pourquoi? D'abord parce que la justice pénale internationale, c'est une justice qui prend son temps. Vladimir Poutine est au pouvoir aujourd'hui, il ne le sera peut-être pas demain. C'est ce qui est arrivé s'agissant de Slobodan Milošević. Slobodan Milošević a perdu les élections, et qui l'a remis à la Cour pénale internationale? Les autorités serbes nouvellement élues. Pourquoi? Parce qu'il fallait, pour que la Serbie réintègre le concert des nations, qu'elle se soumette à la justice pénale internationale. Donc, pour moi, Vladimir Poutine, demain, après-demain, un jour sera jugé. Et ensuite, je suis avocat, je suis attaché à la présomption d'innocence. Il y a des éléments qui laissent à penser qu'il cautionne tout ce qui se passe. On verra ce qu'en diront les juges. Mais qu'il soit poursuivi, qu'il fasse l'objet d'un mandat d'arrêt international, oui, qu'il soit poursuivi, j'en suis absolument certain et convaincu. Mais qu'il soit arrêté, Éric Emeraud, vous y croyez? Ça va être aussi facile que ça? Non, bien sûr que non, mais comme l'a dit Maître Daoud, la première étape, c'est le mandat d'arrêt international pour éviter en fait qu'il puisse bouger, sortir de Russie en toute facilité, ce qu'on a fait pour certains dignitaires syriens. Quand on s'est rendu compte qu'ils avaient la capacité d'aller dans certains pays européens, un mandat d'arrêt international a été délivré, ce qui les a contraints à rester chez eux. Donc ça, c'est la première étape. Second, effectivement, on travaille sur 10, 15, 20, 25 ans. Ce type de crimes sont imprescriptibles. Donc, on peut aller très loin de cette manière-là. Mais effectivement, la Russie peut très bien changer de régime. L'exemple de Slobodan Milošević est caractéristique en la matière. Alors, qui pour juger Vladimir Poutine? La Cour internationale de justice, alors c'est un organe judiciaire principal des Nations Unies, la Cour pénale internationale, on en a parlé, vous la connaissez très bien. Il y a aussi la compétence universelle, et certains demandent déjà un tribunal spécial. Alors c'est le cas de Prague, qui préside l'Union européenne, et c'est aussi le cas de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien l'a encore demandé, il était sur notre antenne cet après-midi, c'était dans Face au territoire, un entretien exclusif depuis Kiev par Cyril Viguier. On écoute le président ukrainien. Nous voulons créer un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre commis par les Russes, parce que l'histoire n'a pas connu les tortures dans cette quantité. Ils démembrent les gens, ils violent, ils commettent les assassinats en masse. Alors, Maître Daoud, est-ce qu'il faut un tribunal spécial pour l'Ukraine ? Il faut surtout une juridiction qui puisse juger. Et moi, je fais confiance encore à la Cour pénale internationale. Il y a une enquête qui a été ouverte par le procureur. Il y a une chambre préliminaire numéro 2 qui a été saisie. Et il appartiendra à cette chambre de valider le mandat d'arrêt international qui devrait être un jour ou l'autre délivré. Est-ce que ça sera dans 6 mois? Est-ce que ça sera dans 18 mois? Est-ce que ça sera dans 24 mois? Je ne crois pas de ce point de vue-là, même si je comprends ce que nous dit le président ukrainien, qui pense qu'avec cette création du tribunal pénal spécial, on aura plus de pression sur la Russie. Je ne crois pas qu'il faille dessaisir la Cour pénale internationale. Sinon, ce serait, je pense, un coup fatal à sa crédibilité.
Éric Emro, est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, les tribunaux pénaux internationaux qui avaient été mis en place sur l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda ont eu leur existence avant que la Cour pénale internationale soit créée. Donc à partir de là, à partir du moment où on a créé cet organe et cet outil, il faut l'utiliser. Ensuite, je pense qu'il y a le sujet aussi du crime d'agression, où là, pour le coup, un tribunal pénal, on va dire, pourrait être créé, comme le suggèrent certaines personnalités, comme Philippe Sands, par exemple. C'est-à-dire, expliquez-nous, pour qui ce tribunal ? En fait, vous avez la Cour pénale internationale peut traiter 4 grands types d'agressions, 4 grands types de crimes: le génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre. Il y a aussi le crime d'agression, c'est-à-dire quand un pays en agresse un autre, ce qui est particulièrement le cas avec la Russie. Dans ce cas de figure-là, et là pour le coup, la Cour pénale internationale ne peut pas traiter cette infraction-là. Il faudrait créer un tribunal ad hoc pour ce sujet-là, précisément. Et la compétence. Oui, vous vouliez réagir à ce que Oui, vient de dire Éric simplement Emro ? pour vos téléspectateurs et téléspectatrices, la seule juridiction aujourd'hui qui est compétente pour juger de chef d'État, de la responsabilité pénale de chef d'État en exercice, c'est la Cour pénale internationale. C'est la seule qui peut les juger, alors qu'ils sont en fonction. Donc, c'est à elle que l'on doit d'abord s'adresser. Et est-ce qu'il y a des freins juridiques qui peuvent être mis en place ou pas par la Cour ? Seulement si c'était des cours comme en France ou avec la compétence universelle, pardon ? Mais écoutez, on pourrait imaginer que les juridictions françaises, sur le fondement de la compétence universelle, et notamment sur le crime de torture, pourraient se saisir de cette action s'il y avait des plaintes de victimes. Mais ces juridictions françaises ne peuvent pas juger des chefs d'État en exercice. D'accord. Donc ça, c'est une réserve. Pour le reste, ce qui manque surtout, et je le dis tranquillement installé sur votre plateau, et j'ai bien conscience que mon propos est certainement excessif, c'est du courage, de la volonté politique, et le fait que le Conseil des droits de l'homme ait pu auditionner ces experts et ait pu dire aujourd'hui il y a des crimes de guerre. Ce n'est pas un organe judiciaire, mais c'est un organe qui a pour mission d'identifier les faits imputables à des personnes et clarifier les responsabilités pénales individuelles. C'est un chemin de plus, c'est une étape de plus. Et une étape importante. Une étape très importante. Très importante. Merci à tous les deux d'avoir participé donc à ce grand angle de 64 minutes. Merci encore à vous, Éric Emro et Maître Daoud. Merci.